décidé de vous gâter. Maintenant, il est vraiment vexé. Jeudi 20h45, Les Dents de la Mer 3, à dévorer des yeux sur France 3. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre Pompondi, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Toine, le bossu assassin. À moi, il me prend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien. Je n'aimerai jamais que toi. Lundi prochain, rendez-vous avec Mado, filmé par Claude Sautet. Romy Schneider, Michel Piccoli et Jacques Dutronc au Cinéma de France. Le Soir 3, présenté par Memona Interman, dernier rendez-vous de l'actualité, tout de suite sur France 3. J'ai tellement chaud. Besoin de fraîcheur. Besoin de velouté. Fraîcheur. Velouté. Vous voyez, velouté de Danone, il n'y a pas de fraîcheur plus veloutée. Toutes les femmes sylphides ont un truc en plus. Quoi? Je crois que j'ai le coup de foudre. Laisse tomber, c'est ma mère. Sa mère, comme toutes les sylphides, a un truc en plus. Et pas 1 kilo de trop. Sylphide et pas 1 kilo de trop. Et devant l'enfant affamé, l'ogre bu le verre de lait. Ça va pas se passer comme ça. J'y vais. Sapristi, un carré de lait. Ouais, c'est du Samos, c'est géant, hein. Samos, du lait comme ça, c'est du solide. Je veux tout savoir afin de vous venger. Sur les traces de l'infâme procureur, le roi mystère découvre un providentiel perroquet bavard. Révo, gentil mari. Cela s'est passé en pleine nuit dans les ténèbres. Le perroquet a donné l'alarme. Avec l'aide des gueux, le roi mystère jure de mener jusqu'au bout sa juste vengeance. Quel homme? L'homme qui a fait parler le perroquet. Qui est-ce? Tu es la perle des Valois, mon Héloïse. Mercredi 20h40, le perroquet livre son secret sur France 3. Lui, c'est vanille. Toi, c'est fraise. De vrais faux époux embarqués dans une fausse vraie galère pour accomplir l'impossible mission. Crétin! Bourgeois! Caca. Mademoiselle de Bassin, vite. Capri. Sabine Azema, Isaac de Bancollet, Pierre Arditi, tous frappés d'espionnité aiguë. Vanille fraise, mardi 20h50 sur France 2. Un nouveau roi pour les Belges. Albert II a prêté serment cet après-midi. Le 6e souverain de la dynastie Saxe-Cobourg-Gotha a appelé les Belges de cultures différentes à vivre harmonieusement dans un même pays. Dans une Europe saisie par le doute, menacée par les vieux démons de la division, la Belgique, comme ses voisins, est confrontée à une crise de confiance dans sa classe politique. Ce nouveau roi qu'on n'attendait pas, saura-t-il maintenir les tentations séparatistes entre les Flamands et les Wallons? Pour y répondre ce soir, Xavier Mabille, grand spécialiste de la vie politique belge, en direct de Bruxelles. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'information que les habitants de Bosnie attendaient depuis bien longtemps déjà. Les pays membres de l'Alliance Atlantique ont pris ce soir une décision qualifiée d'historique. Ils se sont mis d'accord à l'unanimité pour des plans d'action aérienne en Bosnie. Accord sur le choix des cibles, accord sur les procédures de commandement aussi. Les Serbes sont prévenus, s'ils continuent à attaquer les zones de sécurité et les soldats de l'ONU,
Ils seront bombardés dès la fin de cette semaine. Jean-Marc Pitt. L'OTAN est prête à agir. Il n'y a aucun doute sur la ferme détermination de l'OTAN et de ses nations membres à agir contre les responsables afin que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU soient respectées et que les souffrances soient stoppées. L'OTAN s'est donc finalement décidée à suivre les recommandations américaines. La séance qui a réuni cet après-midi les ambassadeurs des 16 pays membres de l'Alliance Atlantique marquera peut-être un tournant dans le conflit bosniaque. L'accord qui en est sorti approuve les frappes aériennes contre les Serbes pour lever le siège de Sarajevo et des autres villes bosniaques considérées comme des zones de sécurité. C'est au secrétaire général de l'ONU que reviendra le rôle d'ordonner le premier emploi de la force. C'est le Conseil de l'Atlantique Nord qui conduira les actions. Pour la première fois depuis le début du conflit, les Serbes semblent accorder du crédit aux menaces occidentales. Avant même que la décision de l'OTAN ne soit annoncée, ils ont commencé à évacuer leurs positions récemment conquises sur les 2 monts qui dominent Sarajevo. Aujourd'hui, des casques bleus français ont commencé leur déploiement sur les pentes du mont Bielasnica, abandonné par les Serbes. Même si ce changement d'attitude a des conséquences plus symboliques que concrètes sur le terrain, il sera déterminant à Genève. Ce retrait serbe représentait pour le président bosniaque Izetbegovic une condition sine qua non à une reprise des discussions avec ses interlocuteurs serbes et croates. À partir de ce soir, les représentants des 3 parties en conflit pourront tenter de nouveau de négocier la paix qui fait tant défaut à leur peuple. Petite précision, selon l'agence France-Presse, une partie des forces serbes demeure au sommet du mont Bielasnica. Une situation inédite en Corse, ce n'est plus la France, l'ennemi commun que les séparatistes mettent en accusation en priorité, ce sont les luttes internes des différents mouvements. Pour la première fois, le FLNC Canal Historique, le courant le plus dur de la famille nationaliste, a admis qu'il avait éliminé l'un des siens. Il menace d'être impitoyable si d'autres trahisons survenaient selon lui. Isabelle Billet. Une déclaration publique à la façon des nationalistes clandestins corses, cagoulés et armés. Ils sont 10 et c'est leur porte-parole qui s'exprime seul. Il vient revendiquer 3 assassinats et surtout affirme que le FLNC Canal Historique est bien à l'origine du meurtre d'un de ses militants. Il s'agit de Robert Sozzi, abattu le 15 juin dernier de plusieurs décharges de chevrotine. Il est accusé d'avoir trahi l'organisation. Sa famille n'accepte pas la justice sommaire de la branche armée nationaliste, mais elle ne portera pas plainte non plus pour ce meurtre. On ne veut pas que ça soit réglé par la justice française, nous l'avons déjà dit, parce que nous ne voulons pas être des délateurs ni rien. Donc je ne pense pas qu'on fera appel à la justice française. L'aveu est clair, il y a bien guerre fratricide entre militants nationalistes et en aucun cas apaisement de cette lutte. Le FLNC réaffirmait hier que la riposte serait impitoyable si sa structure était à nouveau mise en péril. Non, les empreintes de Bernard Tapie et celles retrouvées sur les billets de la corruption présumée ne sont pas les mêmes. Le président de l'OM avait été entendu à titre de témoin par le juge Béfi la semaine dernière. C'est à cette occasion que ces empreintes digitales avaient été relevées. Le drame à Font-Romeu. La foudre est tombée directement ici, sur ce caillou, pas loin d'ici. Et les enfants ont été foudroyés sur ce lieu même. Ils étaient 11 scouts qui patrouillaient dans la forêt. Ce soir, l'un d'entre eux, très grièvement blessé, lutte toujours contre la mort. 5 autres jeunes légèrement brûlés sont hors de danger. À l'origine de ce drame, un seul éclair qui s'est abattu à proximité du groupe d'enfants. La volte-face des dirigeants de la délégation palestinienne, finalement, ils ne démissionneront pas. Les 3 leaders, Husseini, Eshraoui et Rakat, étaient à Tunis aujourd'hui pour discuter de leur départ avec le chef de l'OLP. Ils contestent la position trop modérée de Yasser Arafat dans les négociations de paix. L'arrivée des premiers soldats libanais dans la région de Tyr, au sud Liban. Leur mission, assurer la sécurité de cette zone déjà sous le contrôle des forces de l'ONU. C'est ici qu'a eu lieu l'offensive israélienne fin juillet. Précision du gouvernement libanais, le rôle des soldats est d'assurer la protection des populations civiles et non pas de désarmer la résistance anti-israélienne. C'est un homme tremblant qui a prêté serment à la Constitution belge cet après-midi. Un homme dont on se demande déjà s'il n'est là que pour préparer le règne de son fils Philippe ou de sa fille Astrid. Dans un tout premier discours, le roi Albert II a exhorté les Belges à dépasser leurs différences. Joël François Dumont. Je jure d'observer la Constitution
et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Après avoir prononcé le serment constitutionnel devant les deux assemblées réunies, le prince Albert de Liège est devenu cet après-midi Albert II, le nouveau roi des Belges. Dans un royaume déchiré par les querelles linguistiques, la monarchie a su être le ciment de l'unité dont le souverain défunt avait réussi à demeurer le garant exemplaire. Le moment me paraît aussi venu de préparer un nouveau consensus économique et social. Nous y sommes parvenus au lendemain de la guerre et avons joué un rôle de pionnier. Faisons de même aujourd'hui, ayons de l'ambition pour notre pays. Dans un pays qui a connu 38 gouvernements successifs depuis la guerre, les Belges ont adopté tour à tour une nouvelle constitution qui organise le fédéralisme, perdu le roi bien-aimé après 42 ans de règne, et se sont découverts un nouveau roi qui incarne déjà la continuité. Un roi qui semble même investi par son peuple d'une haute mission à laquelle ont failli tant de politiciens, maintenir l'unité nationale, ce qui n'est pas chose facile dans un pays qui compte 3 langues nationales et 2 langues officielles. Le roi des Belges règne mais ne gouverne pas, certes, mais ses pouvoirs ne sont pas que symboliques. Albert II, dans son discours d'intronisation, a su en tout cas trouver les mots justes pour se réclamer de l'héritage de son frère. En appelant son peuple à relever le défi, un défi ambitieux, il a voulu montrer la voie, il lui fait redécouvrir la devise du royaume, l'union fait la force. Monsieur Xavier Mabille, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct avec nous de Bruxelles, où vous dirigez le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Première question, on dit que le roi Albert II est un homme malade. Comment est-il ressenti en Belgique? Comme un roi de transition? Mais je crois qu'un règne ne peut pas être conçu le jour même où il commence comme un règne de transition. Évidemment, le nouveau roi n'est le cadet du roi défunt que de quelques années, et il est évident que les 2 règnes seront différents, même en durée, certainement. Est-ce qu'il prépare, à votre avis, plutôt maintenant l'arrivée de son fils Philippe ou de sa fille Astrid? Mais là, je crois que la monarchie n'est pas en Belgique une monarchie élective. La monarchie est régie par des règles constitutionnelles qui sont très simples en matière de succession. Et donc, si le roi devait soit renoncer à sa fonction, soit avoir le malheur de disparaître rapidement, ce serait son fils qui serait en première ligne de succession. À condition que ce fils soit installé dans la vie, qu'il y ait une future reine en perspective, ce qui n'est pas encore le cas. Ce n'est pas une condition pour accéder au trône. La condition, c'est de faire un mariage qui reçoit le consentement du roi. On sait, Monsieur Mabille, que d'après votre constitution, le roi en Belgique n'a pas de véritable pouvoir sur la conduite des affaires, et pourtant, on semble attendre beaucoup de lui. De quelle façon peut-il peser, à votre avis, sur l'avenir du pays? Il est évident que le roi en Belgique, et ce n'est pas nouveau, cela date de 1831, le roi en Belgique n'exerce aucun pouvoir personnel. Il n'y a pas de place dans le régime constitutionnel de la Belgique pour un quelconque exercice personnel du pouvoir par le roi. Mais le roi exerce néanmoins une influence, on a parfois appelé ça une haute magistrature d'influence, c'est-à-dire que le roi, recevant énormément de personnes, discutant avec beaucoup de personnes, s'adressant à la population en certaines occasions, le nouveau roi d'ailleurs va faire son entrée prochainement dans les divers chefs-lieux de province, il y aura là un lien qui va être établi. En fait, le roi n'exerce guère une fonction politique en Belgique. Il en exerce une, mais elle est extrêmement limitée et tous les actes du roi sont couverts par la responsabilité politique que prennent les ministres de ces actes, mais le roi exerce aussi une fonction représentative qui est importante. Il l'exerce effectivement à travers des discours, à travers ses apparitions, à travers l'image qu'il donne de lui, mais ce serait faux, je crois, pour relever dans le commentaire qui a été fait une expression qui est employée, le roi comme ciment de l'unité. Le roi ne peut pas être le ciment de l'unité. S'il n'y avait que le roi comme ciment de l'unité, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'unité. Il peut être un symbole d'unité, il peut être une représentation d'unité, il n'est certainement pas un ciment de l'unité. On a beaucoup parlé de l'inquiétude des Belges quant à l'intégrité de leur pays après la mort du roi Baudouin. À écouter les habitants de Linkebeek, petite enclave francophone en plein pays flamand,
c'est plutôt la classe politique qui attise les dissensions entre les communautés. Regardez le reportage sur place de Philippe Pister et de Catherine Berthier. Linkebeek, petite commune résidentielle au sud de Bruxelles, en terre flamande, mais francophone à 80%. Frédéric de Becker est architecte, il vit là avec sa femme, d'origine flamande. Pour ce couple mixte, il faut laisser au nouveau roi Albert II le temps de faire ses preuves. Les funérailles de Baudouin auront montré que l'unité du pays n'est pas en danger. La prise de conscience de l'unité, or les événements qui se sont passés depuis une semaine, montrent un attachement évident de la population à son roi, à son pays. Je crois que les gens ont d'ailleurs très fort réagi de cette façon-là lorsqu'on les interroge dans la rue. Sorte de concentré des déchirements belges, Linkebeek, en raison de sa forte communauté francophone, est ce qu'on appelle ici une commune à facilité. Concrètement, cela signifie que bien qu'en terre flamande, les particuliers francophones peuvent régler leurs problèmes administratifs dans leur langue. Un statut dérogatoire révoltant pour certains nationalistes flamands. Selon les de Becker, les idées séparatistes en fait sont attisées par des politiciens discrédités. Le fédéralisme règle la question, la séparation est impensable. On n'est pas encore en Bosnie, heureusement. Non, le problème ne se poserait jamais de cette façon-ci en Belgique. Je ne crois pas que le particulier, que l'individu, que le Belge en tant que citoyen ait souhaité qu'il y ait tant de rivalité. Je ne le pense pas. À la maison communale, même sentiment. Pour le bourgmestre, à Linkebeek, l'harmonie règne entre les deux communautés. Les problèmes viennent de l'extérieur. Certains politiciens, ils acceptent mal cette situation d'une commune dite flamande, mais gérée par des francophones. Et par conséquent, régulièrement, nous avons des manifestants. En tout cas, ici à Linkebeek, peut-être en raison de la proximité de Bruxelles l'unitaire, on ne veut pas entendre parler de divorce. Alors, Monsieur Haby, ce sentiment qui vient d'être exprimé, que les divisions des Belges sont artificiellement entretenues par les politiques, est-ce que c'est une opinion qui est largement partagée dans le pays? Et puis est-ce que vous la partagez vous-même? Mais si j'ai bien compris des intervenants, les hommes politiques ou les politiciens qu'ils visent sont une fraction relativement limitée d'hommes politiques flamands qui sont des séparatistes, qui représentent à peu près actuellement 10% de l'électorat flamand. Donc je crois que les remarques qui viennent d'être faites ne concerne pas l'ensemble de ce que vous appelez la classe politique. Je crois que ça concerne essentiellement des militants séparatistes. D'ailleurs, il est frappant de voir que les nouvelles institutions qui font largement droit à l'autonomie des communautés et des régions ont été adoptées par de très larges majorités parlementaires, de plus de 2/3 des parlementaires, avec de grandes majorités des parlementaires tant flamands que francophones ou wallons. Alors, justement, ces nouvelles institutions fédérales, elles se mettent en place progressivement. Est-ce qu'elles sont réellement de nature, selon vous, à apaiser les tensions, les conflits entre wallons d'un côté et flamands de l'autre? Mais je crois que l'histoire politique de la Belgique enseigne que ce problème existe depuis l'origine, ou à peu près. Et qu'il n'y a jamais, je crois, à l'égard de ce problème-là, comme à l'égard des problèmes politiques qui se posent dans tous les États, à l'égard du problème social ou à l'égard d'autres problèmes, il n'y a jamais que des règlements qui peuvent être apportés. Je ne crois pas qu'en la matière, il y a une solution idéale, une solution définitive, mais j'ai apprécié assez fort la réaction de l'intervenant tout à l'heure qui insistait sur le fait que nous ne sommes pas en Bosnie. Est-ce que cette image, ce miroir que renvoie la Yougoslavie est prise à témoin pour dire attention, évitons d'attiser les dissensions? Est-ce que c'est une référence très présente chez vous en Belgique? Mais je crois qu'il y a des dissensions, il y a des tensions qui sont très fortes. Mais je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur la signification de ces tensions. Ces tensions sont des tensions comme il en existe dans beaucoup de pays qui ne sont pas des pays qui ont l'homogénéité de la France, qui n'ont pas des structures étatiques comme celles que l'histoire a léguées à la France et qui doivent s'accommoder de la diversité de populations. Encore une fois, par exemple, lorsqu'on dit flamand et wallon, eh bien flamand et wallon, ça ne fait pas la totalité de la Belgique. Il y a en plus des flamands et des wallons, il y a une communauté germanophone, il y a 1 million de
d'habitants à Bruxelles qui ne sont pas des Wallons et qui sont en grande majorité des francophones, c'est-à-dire pas des Flamands non plus. Et vous avez vu dans votre incursion dans la commune de Linkebeek qu'il y a en Flandre des endroits où il y a soit de larges minorités francophones, soit même localement des majorités francophones. Donc on n'est pas là dans une situation simple d'opposition de Flamands et de Wallons. Et encore une fois, j'insiste aussi sur le fait que Flamands et Wallons, à travers leur représentation politique, du moins la majorité de leur représentation politique, collaborent parfois à de grands compromis politiques. Mais alors, vous voulez dire, Monsieur Mabé, que vu de France, nous aurions tendance à grossir ce miroir des divisions, des dissensions chez vous? Je suis frappé par les titres de la presse française qui nous semblent, à beaucoup d'entre nous en Belgique, renvoyer une image qui n'est pas exacte. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu un intérêt constant pour la politique belge dans les médias en France, qu'il y a une sorte de distance qui est plus que la distance géographique, qui est une distance intellectuelle, qui est un manque d'intérêt sans doute. Il y a alors une projection de phénomènes qui se produisent ailleurs. Encore une fois, en disant ça, je ne veux pas du tout minimiser l'importance des problèmes qui se posent en Belgique, mais par rapport, par exemple, à l'année 1950, qui est l'année où le roi Baudouin a commencé à exercer la fonction royale sous le titre de prince royal, la situation me semble aujourd'hui beaucoup moins dramatique. Néanmoins, Monsieur Mabille, le roi Baudouin avait, à tort ou à raison, représenté l'image d'une sorte de rempart moral. Est-ce que le roi Albert II a le charisme nécessaire, le caractère qu'il faudrait pour jouer ce même rôle aujourd'hui aux yeux des Belges? Mais là, je crois, comme vous le dites, c'est à travers la fonction représentative, c'est à travers une image. Et une image, je ne crois pas que ça se construit uniquement par celui qui donne l'image, cela se construit aussi dans le regard de ceux qui reçoivent l'image. Et je crois que si vraiment, parce que là la question peut être posée, si vraiment ce grand élan qu'on a vu se manifester au moment des funérailles du roi Baudouin est quelque chose de profond, eh bien je crois que cet élan, ce civisme doit se projeter, je crois, désormais sur la figure du nouveau roi. Monsieur Xavier Mabille, merci beaucoup. Je vous en prie. Une petite bombe du chancelier Helmut Kohl, qui se trouve en vacances comme d'habitude en Autriche. Le calendrier de l'Union économique et monétaire, a déclaré le chancelier, pourrait être retardé d'1 ou 2 ans, une déclaration qui ne peut pas être anodine dans sa bouche. Françoise Laborde. En pleine trêve du mois d'août, à peine calmé le séisme monétaire, Helmut Kohl a surpris tout le monde en annonçant que le calendrier de l'Union économique et monétaire ne serait sans doute pas respecté. Outre le choix du moment, qui n'est pas très opportun, 8 jours à peine après le comité franco-allemand qui se voulait au contraire très rassurant sur le respect des échéances, cette déclaration apparaît comme un nouvel accroc parce qu'elle donne l'impression qu'il n'y a plus guère de concertation entre Paris et Bonn sur la gestion politique de ce dossier. En partant pour sa villégiature de Chamonix, Édouard Balladur, lui, s'est bien gardé de tout commentaire, préférant au contraire laisser les choses se décanter. Et puis, cette absence d'harmonie laisse présager d'autres difficultés. Les Allemands, en effet, n'ont jamais été favorables à la monnaie unique qui conduirait à l'abandon du Deutschmark. Le chancelier Kohl prépare peut-être la contre-offensive sur ce thème. Du coup, Jacques Delors pourrait prendre le relais. En effet, il nous a confié la semaine dernière qu'il prendrait une initiative dans les semaines qui viennent pour sauver l'Union économique et monétaire. Et pour terminer, un grand coup de cœur au génie de Jacques Fath, le couturier de l'après-guerre par excellence, au temps où Paris faisait la mode. Le musée de la mode expose jusqu'au 7 novembre une centaine de ses sublimes créations. Jacques Fath a symbolisé le retour de la joie de vivre après des années de privation. Il a fait rimer au sommet de son art élégance et extravagance. Il a habillé les plus grandes stars. C'était le temps des balles, le temps des fêtes, des fastes. Et comme les vrais romantiques, Jacques Fath a tiré sa révérence très tôt, à 42 ans, emporté par une leucémie. C'était il y a très longtemps. C'était hier. Dans un instant, la météo de Michel Touret, puis France 3 vous propose un nouveau numéro du magazine Striptease. Rendez-vous de l'information demain dès 12h, Laurence Bobillet. Élise Lucet sera là pour le 19-20.
Et je vous retrouverai, j'espère, pour le soir. Merci, bonne nuit. Je ne vais tout de même pas ajourner la séance parce que ce chien n'est pas là. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour déterminer à qui doit revenir cet animal. Pour l'amour d'un toutou, oh mon Dieu, deux ex se battent comme chien et chat. Selon vous, pourquoi votre femme déteste-t-elle le tennis à ce point? Ce qu'elle déteste, c'est moi. Je n'en ai rien à faire de toi. Ce que je déteste, c'est ce que tu fais à notre fils, c'est tout. Oh, je t'en prie, si tu veux détruire sa carrière, c'est parce que tu en as assez de te sentir mise à l'écart. Pour la garde d'un prodige de la raquette, un père et une mère se renvoient méchamment la balle. Mardi 20h40, l'univers impitoyable des couples en perdition. Guerre privée sur France 3. Apprendre à se nourrir, ce n'est pas seulement apprendre à tenir une cuillère. La qualité et la diversité de ce que nous mangeons peut faire de notre alimentation notre première médecine. Pour y parvenir, il faudrait apprendre à manger. Il n'est jamais trop tard. Surtout quand on a 3 ans. Aujourd'hui, 2 crèches sur 3 disposent des conseils nutritionnels de l'Institut Danone pour préparer leur repas. Les 4e championnats du monde d'athlétisme. De l'Amérique à l'Asie, de l'Europe à l'Afrique, les plus grands athlètes ont tous un rêve en commun, le podium des championnats du monde. Du 15 au 22 août, ils se joueront en direct sur France 3. Voici son nouveau terrain de jeu. Je vous vois maintenant. Pour attirer les touristes, on a aligné les dollars et les surprises. Les bonnes, les moins bonnes et les pas bonnes du tout. Celle-ci n'était pas prévue au programme. Porte étanche, qu'on les ferme. Qui peut lui reprocher de vouloir s'amuser avec les touristes? Après tout, lui aussi a de très gros moyens. Jeudi 20h45, Les Dents de la Mer 3, à dévorer des yeux sur France 3. France 3, avec De Dietrich Thermique présente la météo, le soleil toute l'année. Bienvenue à tous et à toutes pour vos nouvelles du ciel de France. Demain, malheureusement, journée grise pour les 2/3 d'entre nous. Et oui, c'est pas de saison, mais il faut s'y faire. Voyez l'image du globe avec cette masse nuageuse qui traverse actuellement la moitié nord du pays, l'anticyclone qui a glissé tout doucement vers les Açores. On s'approche un peu et on voit l'image européenne animée. Regardez cette masse nuageuse qui était sur les îles britanniques, qui a traversé tranquillement la moitié nord du pays, même un peu plus que la moitié nord aujourd'hui. Ce sont de véritables envahisseurs, ces nuages. Alors, prévision de Météo France pour demain, 7-8 heures du matin. Voyez la carte. Eh bien, le corps pluvieux, on le retrouvera du nord-est aux Alpes du Nord jusqu'au Bordelais et à l'Aquitaine. Là, on sortira le parapluie. À l'arrière, un ciel souvent gris avec quelques précipitations, quelques averses au nord de la Seine. Beaucoup de nuages également sur le Midi toulousain et les Pyrénées, mais du franc soleil sur le sud-est, avec le vent qui va souffler demain matin en rafale à 50 km/h près des côtes de la Manche, 60 sur le golfe du Lion. Évolution de ce temps en cours de journée. Alors, eh bien, les nuages et la pluie, on la retrouvera du nord-est jusqu'aux Alpes du Nord et au sud du Massif central. À l'arrière, un ciel de traîne, avec beaucoup de nuages au nord de la Seine, du nord aux Ardennes, quelques précipitations, un franc soleil quand même, de belles éclaircies, vous voyez, sur l'ouest et sur le centre. Un peu plus bas, sur le sud-ouest, encore des nuages jusqu'aux Alpes, au Massif alpin central. Et puis près de la Méditerranée, un franc soleil avec le vent qui va souffler à 40 km/h près de l'Atlantique, 50 près des côtes de la Manche et 70 sur le golfe du Lion. Les températures minimales, fraîches, entre 12 degrés à Lille, à Reims, ainsi qu'à Aurillac, et 21 degrés pour Perpignan et Marseille, avec 15 pour Paris, 13 pour Brest, 17 pour Bordeaux et 17 également pour Lyon. Celle de l'après-midi, de 3 à 4 degrés, inférieure aux normales saisonnières. Et surtout sur la moitié nord, 18 degrés Le Havre, c'est très frais, 19 à Lille, 21 à Paris, c'est extrêmement frais, 30 à Nîmes, ce sera la ville la plus chaude demain, 29 à Marseille, 23 à Biarritz et 27 à Ajaccio. Allez, on passe les frontières. Quel temps fera-t-il ailleurs ?
Le soleil, s'il vous plaît, eh bien, toujours, comme d'habitude ces derniers jours, sur la moitié sud de l'Europe, et puis eh bien, de la grisaille sur la moitié nord, avec des précipitations sur Dublin, sur Copenhague, sur Stockholm. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. N'oubliez surtout pas de fêter Laurent, Laure, Laurence, Laurie et Dieudonné. Et puis si vous voulez tout savoir sur votre météo régionale, eh bien, vous faites le 36, 68, 1, 2, 3, 4. France 3, avec De Dietrich Thermique, a présenté la météo, le soleil toute l'année. Excès en tout genre et champagne pour tous, tout de suite dans Striptease. Bleu, vert, rouge. Citroën AX Audace, vous n'imaginez pas tout ce qu'elle peut faire pour vous. Jusqu'au 31 août, Citroën AX Audace, 50 500 francs. Avec la célèbre Madame Irma. Voyance en direct. Tapez 3615 Irma. 36 70 28 28, les horoscopes de Madame Irma. Je veux tout savoir afin de vous venger. Sur les traces de l'infâme procureur, le roi mystère découvre un providentiel perroquet bavard. Révo, Saint-Marie. Cela s'est passé en pleine nuit dans les ténèbres. Le perroquet a donné l'alarme. Avec l'aide des gueux, le roi mystère jure de mener jusqu'au bout sa juste vengeance. Quel homme? L'homme qui a fait parler le perroquet. Qui est-ce? Tu es la perle des Valois, mon Héloïse! Mercredi 20h40, le perroquet livre son secret sur France 3. L'abus de jazz est recommandé pour la santé. Écoutez, ça n'a rien à voir. Votre bébé n'est pas assez doué pour être un petit Mozart? Faites-en un petit motard, mais attention, ça décoiffe. On ne le dira jamais assez. L'important, ce n'est pas le caviar, ce sont les pommes de terre qui l'accompagnent, surtout si on ne paie pas.